Jean Moirou, bonjour, vous êtes le président de la FIVAP. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous présenter cette fédération ainsi que les différentes missions que vous menez? Alors la FIVAP, c'est la filière française de la vape. C'est un syndicat professionnel qui a pour particularité d'être interprofessionnel, c'est-à-dire qu'il regroupe deux professions, les fabricants de liquide et les boutiques spécialisées, et qui a pour particularité d'être farouchement indépendant de l'industrie du tabac. Et depuis 10 ans, depuis sa création, la FIVAP défend les produits du vapotage dans l'espace public, dans le monde politique, et également ce métier qu'est professionnel du vapotage. Alors on reproche beaucoup de choses à la cigarette électronique encore aujourd'hui, et notamment le fait qu'elle contienne malgré tout de la nicotine, un produit, on le sait, qui est addictif. Et ce que l'on peut vous reprocher, c'est de vouloir rendre malgré tout les gens accros à vos produits, et notamment les populations les plus jeunes et peut-être les plus fragiles. Alors la question, c'est celle de l'évolution et de la perception des produits du vapotage dans l'espace public. Il faut savoir que le vapotage, ça induit un comportement. C'est quelque chose de visible lorsqu'on est vapoteur ou vapoteuse. Les gens peuvent le voir, peuvent l'observer. Et à partir du moment où c'est un comportement, c'est un sujet qui prend une connotation un peu morale pour ceux qui ne fument pas, qui ne connaissent pas l'addiction au tabac et qui ne se sont pas intéressés aux différentes approches qu'il existe pour arrêter de fumer. La vape, c'est une approche qui est dite de réduction des risques pour l'arrêt du tabac. On va remplacer un comportement délétère par un autre beaucoup moins risqué, avec pour immense avantage une acceptabilité et une efficacité bien plus grande que d'autres approches comme le sevrage par exemple du jour au lendemain ou la médicalisation du processus en allant voir des professionnels de santé ou en prenant des substituts nicotiniques. C'est ça qui fait que la vape est aussi difficile à appréhender dans l'espace public, dans les médias et dans le monde politique. C'est cette notion de comportement et la compréhension de l'approche en réduction des risques. Donc aujourd'hui, la question de la nicotine pour nous, c'est juste celle d'un outil qui va permettre aux fumeurs de réguler très très facilement leurs envies de tabac et de transitionner d'une pratique toxique, délétère, mortelle, celle du tabac brûlé, vers le vapotage. L'objectif de tout ça, c'est évidemment l'arrêt du vapotage une fois que la transition a été faite, c'est-à-dire que les fumeurs sont devenus des vapoteurs intégralement, qu'il n'y a plus de cigarettes résiduelles, et une fois qu'on est en sécurité vis-à-vis d'un retour au tabac. C'est-à-dire que la question de l'arrêt de la vape ne doit se poser qu'une fois que la consolidation psychologique et mentale des personnes s'est faite et qu'on peut en sécurité commencer à avoir avec eux un discours pour arrêter la vape. Qu'est-ce que vous dites donc aux gens qui vous disent que la réduction des risques est un leurre finalement? Vapoter et fumer, c'est la même chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a l'éléphant dans la pièce, comme on dit, c'est vraiment l'addiction au tabac. Première cause de décès évitable, 74 000 morts par an en France, parfaitement évitable, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le Royaume-Uni et la France partaient du même niveau de tabagisme au début des années 2000. Et juste avec la conduite de politiques publiques conscientes, objectives, les Anglais ont réussi à diviser par 3 leur tabagisme, avec le recours à la réduction des risques de façon assumée, la mise en place de centres dans lesquels les fumeurs peuvent rentrer pour acquérir des substituts nicotiniques sans passer forcément par un médecin. Le fait que les prix augmentent énormément aussi. Des campagnes d'augmentation de prix, mais qui sont faites en cohérence avec d'autres dispositifs. La France, elle, n'a pas du tout eu la même approche sur la même période. J'entends par là qu'on a toujours eu des augmentations mécaniques des prix du tabac en pensant que c'était un levier suffisant. On peut avoir une corrélation entre l'augmentation des prix et la baisse du tabagisme, mais seulement quand le tabac augmente de manière significative. En France, on est plutôt sur des mécaniques standards qui sont indexées sur l'inflation, donc en plus ça ne change pas grand-chose en termes de pouvoir d'achat. Et les résultats sont qu'en France, le tabac a plus ou moins stagné sur cette période, là où le Royaume-Uni l'a divisé par 3. Tout ce que je veux dire, c'est que la lutte contre le tabac, c'est une question de santé publique, c'est une question politique. Si les gouvernements et les États ne veulent pas s'y atteler, ils ne le font pas, ça ne baisse pas, c'est pareil. La réduction des risques par la vape, elle est arrivée de manière disruptive à partir de 2012. C'était pas du tout prévu. C'est un produit innovant qui vient de Chine, qui a été inventé par un pharmacien chinois pour aider son père à arrêter de fumer. Donc en plus, l'histoire industrielle, même si elle vient de loin, elle est assez sympathique et très sincère. Ce produit est arrivé et il a disrupté la lutte contre le tabac en créant une sorte de génération d'entrepreneurs eux-mêmes convaincus par l'efficacité du produit, au point de changer de métier et de créer soit des entreprises de fabrication de liquides, ce qui est mon cas, soit des points de vente spécialisés pour aider les fumeurs à arrêter, fort de leur expérience et de leur expertise acquise sur le terrain. Mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui se mettent à vapoter, mais qui vont continuer à fumer du tabac en parallèle. Donc est-ce que ça ne prouverait pas que finalement on passe d'une addiction à une autre? Alors il y a 2 sujets là-dessus. Il y a l'entrée dans la consommation chronique et durable de nicotine lorsque l'on n'a jamais fumé.
c'est absolument pas souhaitable. Et aujourd'hui, la filière française, elle s'est organisée depuis plus de 10 ans pour écarter ces profils-là. C'est-à-dire qu'en boutique, je me modifie n'importe quel non-fumeur de rentrer en boutique, de faire face à un vendeur compétent qui va lui poser de façon intuitive, instinctive les questions de problème pour savoir ne serait-ce que combien de cigarettes il fume. Et en général, ce sont des profils qui arrivent très difficilement à accéder à des produits du vapotage. Et ensuite, il y a la question de l'efficacité du vapotage, de la façon dont les produits sont présentés, adressés et conseillés aux fumeurs. Et si on arrive à adapter finement le matériel, le e-liquide et donner les bons conseils pour répondre aux angoisses et aux questionnements des fumeurs, on arrive très rapidement, sous quelques semaines, à avoir des gens qui vapotent exclusivement. Par contre, s'il y a soit un conseil qui n'est pas optimal, avec par exemple une quantité non suffisante de nicotine qui est conseillée, un suivi qui n'est pas fait ou des événements de la vie chez les différents profils, on peut arriver sur cette situation de vapo-fumeur. Elle n'est pas souhaitable. Et de notre côté, on a travaillé durement pendant des années avec les professionnels du secteur pour créer des produits et des stratégies spécifiquement pour s'adresser à eux. Donc c'est un sujet, mais c'est un sujet pour lequel nous avons des réponses. Il paraîtrait qu'il y a certains goûts de liquide qui sont plus nocifs que d'autres, qui sont plus dangereux que d'autres. Est-ce que c'est vrai? Le recul qu'on a sur les produits du vapotage nous permet d'avoir une évaluation des risques qui sont associés assez précises. On arrive à faire une évaluation du risque déjà comparativement au tabac. On estime à la louche que la réduction du risque permise par le vapotage par rapport au tabac est d'au moins 95%. Dans les 5% de risques qui restent, qui sont résiduels, effectivement, il est possible de faire des classifications entre des liquides qui vont plus ou moins exposer la santé des vapoteurs que d'autres. Ça concerne essentiellement certaines molécules aromatisantes qui ne sont pas forcément souhaitables, dont on a un certain recul toxicologique pour pouvoir les évaluer et pouvoir se dire qu'elles ne sont pas souhaitables dans tous les produits. Mais il y a aussi la quantité de molécules aromatisantes qui va poser potentiellement un sujet. On peut se dire de façon très logique et mathématique que moins il y a d'arômes, moins le liquide utilisé va exposer la santé pulmonaire des personnes qui l'utilisent. La question de la nicotine, elle ne pose pas de problème de santé particulier lorsqu'elle est inhalée, comme dans le vapotage, en fonction de sa quantité. C'est par contre un facteur clé, il faut qu'elle soit adaptée et que la quantité soit suffisante pour permettre à la personne qui cherche à arrêter de fumer avec la vape de gérer ses envies correctement, sans souffrance. Parce que la vape, c'est avant tout quelque chose qui permet de sortir du tabac sans souffrance et sans stress. Alors après, la vape est donc quand même pas à 100% safe, même si voilà, comme vous l'avez bien dit, hein, elle est quand même beaucoup moins dangereuse que le fait de fumer du tabac. Mais alors donc, pourquoi est-ce qu'on ne taxerait pas justement tous ces produits-là, étant donné que voilà, ça ferait de l'argent pour l'État qui pourrait être éventuellement réinjecté ensuite dans la santé? Alors la question, elle est vaste. Elle est vaste. C'est d'abord celle du rapport de nos sociétés au risque. L'approche en réduction des risques comporte un risque. En santé publique, c'est une vraie thématique. En France, il y a beaucoup de mal culturellement avec l'idée qu'il reste un risque résiduel. Il faut savoir que dans les milieux scientifiques, les milieux politiques, il y a une majorité de non-fumeurs, puisque le tabac est un facteur d'inégalité sociale. Donc quand on arrive dans des milieux où se prennent les décisions, en général, il n'y a plus trop de fumeurs. Donc il n'y a pas une grande intimité avec le sujet. Lorsqu'on a cette intimité avec le sujet, on comprend que la question n'est pas celle du tout ou rien, du blanc ou noir, mais juste d'une approche pragmatique qui permet de s'adapter à chaque individualité. Et là-dessus, la vape, elle permet de façon très efficace de convaincre une majorité de fumeurs tout en réduisant fortement leurs risques. Maintenant, sur la question des taxes, il faut considérer que la vape fait faire d'énormes économies en termes de dépenses de santé. Notamment parce qu'elle évite énormément de pathologies. Les cancers, évidemment liés au tabac, qui sont la première cause de cancer en France à long terme, à moyen terme et à long terme, mais aussi tout ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, où là, on va avoir un effet bénéfique du passage du tabac à la vape sur la santé des Français et des Françaises à court terme. Donc, les économies de santé que permettent la vape se font depuis que la vape existe et elles sont déjà en train de faire un effet bénéfique sur les comptes publics. Quant à compenser les effets prétendument délétères de la vape par une taxe supplémentaire, c'est une contre-intuition totale, il ne faut absolument pas le faire. Ce qu'il faut, c'est réguler les cigarettes de tabac. Il faut que l'État cesse cette duplicité qu'il entretient depuis des décennies entre deux ministères différents qui font à la fois de la collecte et à la fois des dépenses. J'entends par là ministère du budget qui encaisse 14 milliards de recettes fiscales avec les taxes liées au tabac, et ministère de la Santé qui dépense plus de 100 milliards par an. C'est le coût social dû au tabac. Donc on a deux poches qui sont fortement déséquilibrées, mais c'est deux ministères qui sont réglementés différemment, des postes de dépenses et des budgets différents. Et c'est ça qui embolise complètement la lutte contre le tabac depuis des décennies. Si on veut que ça change, il faut qu'il y ait une volonté politique claire, ferme, qu'il y ait un courage, et puis des politiciens,
des hommes, des femmes d'État qui adoptent une vision qui va être à plus long terme. Parce que quand on cherche de façon maniaque à penser à sa réélection, à la com politique, avec une vision très court-termiste, il est évident qu'on n'a pas la stature pour se projeter sur l'état de la santé des Français dans 20 ou 30 ans, qui est apporté par la vape et l'arrêt du tabac. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr que l'industrie de la vape est réellement sérieuse? Quelle garantie, quelle sécurité finalement elle apporte à ses clients? Je pense qu'il y a une régulation naturelle qui se fait déjà parce que c'est un marché ouvert dans lequel il y a un bonus pour ceux qui font bien et un malus pour ceux qui font mal. Et puis il y a une structuration en filière avec des professionnels qui sont eux-mêmes des usagers des produits. Aujourd'hui, 99% des professionnels du vapotage en France sont d'anciens fumeurs qui sont convaincus par le produit. Ils ont une intimité profonde avec le vapotage, son usage et ses mécaniques. Ils en ont fait leur métier. Et quand on vit et qu'on a cette démarche, c'est pas pour mal faire son travail. Donc il y a beaucoup d'attention qui est portée à la qualité des produits. Le Made in France est quelque chose d'essentiel, notamment dans la fabrication des liquides. Et puis, c'est un produit innovant. Il s'est énormément amélioré avec les années. La qualité des équipements, la facilité d'utilisation, des désagréments qu'on pouvait avoir il y a 10 ans sont plus du tout présents aujourd'hui. Cette qualité qui a été améliorée constamment, aujourd'hui, elle a vraiment créé une culture de l'excellence, on va dire, qui fait aussi de la filière française une filière qui est à part dans le monde. Et aujourd'hui, il y a un niveau de sécurité qui est tout à fait satisfaisant sur les produits, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à chercher à les améliorer. Pour rester justement sur le marché, la publicité autour de la vape est interdite en France, finalement un petit peu comme la publicité du tabac également. Qu'est-ce que vous pensez de cette interdiction? C'est une question complexe. Tout d'abord, le fait de se voir interdire de manière très similaire et symétrique au tabac, à la publicité, ça a premièrement constitué une injustice. On a trouvé ça très injuste qu'un produit avec un énorme potentiel de santé publique se voit grévé par les mêmes interdits que pour le plus grand tueur de l'histoire. Déjà, c'est ça un peu le mythe fondateur sur l'interdiction de la publicité. Et puis ensuite, beaucoup de professionnels y ont trouvé un certain confort, notamment parce qu'ils se sont sentis protégés par l'influence de l'industrie du tabac, qui aurait potentiellement pu avoir un surplomb un peu écrasant en étant seul à même de financer des campagnes de publicité autour du vapotage, mais autour de ces modèles bien précisément. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une situation d'équilibre, où on trouve que c'est plutôt sain que cette publicité soit interdite. Par contre, là, on est très vigilant, c'est sur la liberté d'expression. On veut qu'il soit possible de communiquer autour des produits du vapotage, pour en parler, pour les expliquer, parce que c'est un sujet technologique, c'est un sujet innovant. Et il faut pouvoir à la fois apporter au grand public la connaissance sur ces innovations, mais aussi continuer à faire de la pédagogie autour de ce sujet. Donc on est très vigilant sur la partie communication et liberté d'expression. Sur la partie publicité un peu à l'ancienne, je pense qu'aujourd'hui le marché a trouvé ses usages et son équilibre, et c'est plus tant un problème que ça. Et justement, alors comment idéalement vous pensez qu'il faudrait réglementer la publicité autour de la vape? Alors aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un besoin particulier de changer, de modifier, d'exacerber la réglementation sur la publicité autour des produits du vapotage. Je pense par contre qu'il y a un déficit de confiance auprès du grand public concernant ces produits, surtout quand on connaît leur potentiel et ce qu'ils pourraient apporter en termes de santé publique. Je pense que c'est la responsabilité des autorités d'assurer la communication autour des produits du vapotage, de créer ce contexte pacifique, pacifié, de réassurance, comme l'ont fait par exemple les autorités en Nouvelle-Zélande. On crée un site qui s'appelle Vaping Facts, qui est très bien, qui est un site gouvernemental, qui débunk un petit peu les idées reçues comme l'effet passerelle, la menace sur les jeunes, l'importance des arômes, etc. Le gouvernement néo-zélandais a pris à sa charge de communiquer là-dessus avec un site très transparent. Moi, c'est ce que j'appelle de mes vœux en France. Je pense que Santé publique France, par exemple, qui est l'agence gouvernementale qui s'occupe d'organiser le mois sans tabac tous les ans, gagnerait à se structurer, gagner en souplesse et à accepter l'approche en réduction des risques d'une façon un peu plus libérale. Et je pense que la santé publique et la santé des Français et des Françaises gagneraient beaucoup à ce qu'on ait une communication claire, transparente, qui émane des autorités de santé. Débunker après, je crois, enfin toutes ces fausses idées autour de la vape, c'est déjà un peu ce qu'on peut trouver sur votre site déjà. Alors on peut trouver ça sur le site de la FIVAP, il y a plein de sites individuels qui le font, il y a des médias aussi qui le font très bien, il y a des scientifiques qui se prononcent là-dessus, des experts en santé publique, des médecins, des addictologues. Donc le sujet du vapotage, il a beaucoup de soutien dans le monde médical. Néanmoins, je pense qu'il y a un moment où la doctrine doit émerger. Voilà, la doctrine, c'est vraiment ce à quoi tous les professionnels de santé peuvent se fier. C'est un consensus, les agences de santé servent à ça. Je pense que si on cherche à avoir une approche pragmatique pour lutter contre le tabac, il faut que le vapotage puisse devenir un sujet dont on peut parler, dont on sait parler. Il y a l'expertise, il y a les connaissances, il y a le recul, il y a les études.
Il suffit juste qu'il y ait un peu de courage politique pour prendre ce sujet en main et puis qu'on le fasse émerger. On n'en demande pas beaucoup. Mais à partir de cette construction qui est nécessaire, enfin les professionnels de santé pourront de manière très sereine commencer à mobiliser plus le vapotage et ça se fera forcément au bénéfice de la santé publique. Je pense en tout cas qu'un des enjeux prioritaires si on cherche à densifier, moduler, améliorer les restrictions sur la publicité, c'est avant tout de protéger la jeunesse. On le fait un petit peu avec l'alcool, hein. Effectivement, il y a des publicités qui sont très réglementées. C'est pas autorisé dans tous les types de publications, sur tous les médias. On pourrait imaginer un symétrique avec la vape. Mais si jamais on veut rester dans une interdiction ferme, il faut que ce soit les autorités qui reprennent cette communication à minima à leur compte en créant des systèmes d'information, des sites internet, des communications, des éléments de langage autour du vapotage pour permettre de décomplexer le sujet et que les professionnels de santé puissent l'adresser à leurs patients fumeurs quand il y en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore trop de médecins qui ont du mal à prendre le pas. Ce que je note, c'est qu'il y a quand même deux catégories d'experts qui se prononcent sur le sujet. Il y a souvent des anti-vap, hein, on les voit en plateau, ils ont une voix, une portée assez morale dans leur approche du sujet. Ce sont les comportements qui les dérangent. Ils ont un problème avec les conduites addictives aussi, hein. L'idée que quelqu'un puisse avoir une addiction, quand bien même elle ne serait pas grandement moins délétère que la précédente, leur pose problème de manière morale. Et il y a d'autres professionnels qui, eux, sont beaucoup plus ambitieux dans leur approche et qui vont arriver à se prononcer en faveur du vapotage. Je note juste une grande différence entre ces deux catégories de professionnels de santé ou d'experts. C'est que la première, en général, occupe des fonctions statiques, à la tête d'associations. Ils sont sortis du terrain. Les autres sont sur le terrain. Ils sont avec leurs patients, ils ont encore des consultations. Ils diagnostiquent des cancers. Ils annoncent des mauvaises nouvelles. Quand ça imprègne le quotidien de ces professionnels de santé, je peux vous assurer que le vapotage, c'est pas un sujet. C'est un outil et on encourage les fumeurs à tout faire pour arrêter de fumer. Tout faire pour arrêter de fumer, quelle que soit la méthode. L'hypnose, la méditation, les substituts nicotiniques traditionnels, un coaching personnalisé, le vapotage, peu importe la méthode. Mais le vapotage en fait toujours partie main. Vous pensez que les médias traditionnels, en revanche, parlent mal de ce sujet, de la vape, du vapotage, d'une façon générale? Globalement, c'est un sujet qui est assez malmené dans les médias, hein. C'est compliqué. De la même manière, ça touche au comportement. Il peut y avoir une conduite addictive, menace pour la jeunesse. Il y a aussi beaucoup de fausses causalités qui se font. Par exemple, l'effet passerelle. On se dit qu'on commence à vapoter et que ça va conduire à fumer. Ça, on l'a vu à maintes reprises, hein, dans l'histoire. C'est des intuitions. C'est logique de se dire que quelque chose en entraîne une autre. Le cerveau cherche toujours à faire des liens de cause à effet. Mais parfois, il n'y en a pas. Ce qui se passe, par exemple, avec la violence et les jeux vidéo. Moi, j'ai 40 ans. Quand j'étais plus jeune, il y a eu tout un débat de société autour des dessins animés japonais ou des jeux vidéo. On disait que c'était toxique pour la jeunesse. Mais encore maintenant, hélas. Et il y en a toujours, et ça revient régulièrement. Quand il y a eu un horrible fait divers l'autre jour avec le meurtre d'une petite fille, il jouait à des jeux vidéo. Donc on a tout de suite fait le lien dans les médias un peu on va dire, traditionnels. On a tout de suite fait le lien, on a ressorti cette thématique de l'escalade. La science a complètement débunké tout ça. Ça fait des années. Mais par contre, quand la science débunk tout ça, elle le fait contre une intuition populaire. C'est-à-dire que sans la culture du sujet, le lien de cause à effet se fait chez tout le monde. Donc c'est des thématiques qui progressent toujours très lentement dans la société, qui demandent de la pédagogie. Et c'est pour ça qu'il faut manager ces frustrations quand on parle de sujets comme le vapotage, parce que ça va pas aussi vite qu'on le voudrait. Et nous, on est passionnés. On est entouré de professionnels de santé qui sont aussi passionnés. On a un sujet qui nous tient à cœur. Et puis on aide les gens. On les voit, on les aide, ils nous le rendent. Hein. Ils nous le rendent bien quand on arrive à faire arrêter quelqu'un qui a 30 ans de tabagisme derrière lui et qui arrive pour la première fois de sa vie à pas fumer de clope pendant une semaine, pendant 10 jours, pendant 1 an, pendant 5 ans, qui continue à venir à la boutique. On est ravis. On est ravis, ça nous donne beaucoup d'énergie. Mais il faut manager ces frustrations parce que le débat de société autour de ce sujet avance forcément plus lentement que le sujet lui-même. En revanche, est-ce que justement la science a assez de recul par rapport à ça, on ne sait pas, puisque c'est un produit qui a moins de 20 ans encore, est-ce qu'on sait vraiment quels sont les effets sur la santé dans 50 ans? Quelqu'un qui commencerait à passer du tabac à la cigarette électronique à 25 ans, qui nous dit qu'il qu'il ne souffrira pas ensuite de complications de santé à cause de la vape 50 ans plus tard? Alors c'est sûr qu'on n'a pas 50 ans de recul sur la vape, mais on a déjà 15 ans. C'est déjà bien et il faut capitaliser là-dessus parce qu'on avait encore moins de recul il y a 1 an et on en avait encore moins il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a déjà 15 ans de recul sur la vape et on note pas d'effet particulier à long terme. C'est déjà une très bonne chose. Il ne faut pas s'en satisfaire, hein. Il faut sans cesse chercher à améliorer la qualité des produits, à réduire l'exposition des usagers à des composés indésirables.
C'est essentiel et il ne faut jamais lâcher ce terrain de l'innovation. Par contre, ce qu'on sait faire de manière scientifique, de manière durable, c'est les évaluations du risque. Et positionner un produit, une stratégie, autour d'une évaluation du risque. Un consensus. Voilà. Des fois, c'est pas blanc, c'est pas noir. Il faut faire un pas dans l'inconnu, mais on peut le faire de manière éclairée, avec les experts sur le sujet, les médecins qui sont dans les hôpitaux, les addictologues. Ce qu'on sait, c'est que le tabac tue un de ses consommateurs sur 2. Ça, on le sait, on l'observe, c'est la première cause de décès évitable. On porte collectivement la responsabilité de ces décès, en fait, puisqu'ils sont évitables. Et on ne fait pas assez pression sur nos gouvernements pour qu'ils s'activent là-dessus. Cette question-là, elle est centrale, celle du risque, celle de l'évaluation du risque, du consensus, de la doctrine. Aujourd'hui, on a les outils pour le faire. Tout ce qui manque pour que le vapotage puisse trouver une place digne et utile dans les stratégies d'arrêt du tabac, la construction des politiques publiques, c'est juste une pichenette, un petit push politique, un peu de courage pour arriver à se projeter, voilà, se dire on va améliorer la santé durablement, on va s'attaquer à cette chose-là. C'est pas normal qu'on gagne d'un côté et qu'on dépense 10 fois plus de l'autre, c'est totalement malsain. Le calcul est facile à faire, par contre, sa résolution, oh là 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 là, c'est compliqué. C'est compliqué, il y a des intérêts croisés, les intérêts de l'industrie du tabac sont très puissants dans les affaires publiques. Voilà, le réseau des buralistes, c'est un réseau de commerce de proximité, il y a plus de 20 000 points de vente. C'est très important pour la ruralité, pour les villages, ça maintient du lien social, c'est utile. Par contre, les buralistes, ils sont dépendants à la vente des cigarettes. Est-ce que le principal, finalement, c'est pas que la vape, que le produit en lui-même soit accessible un peu partout, que ce soit chez un buraliste, dans une boutique spécialisée, en ligne? Est-ce que c'est pas ça qui importe, finalement, pour le consommateur? Je vous remercie de poser cette question parce que la disponibilité du produit et la façon dont il est vendu, elle est centrale. Aujourd'hui, ce qui compte pour nous, filière de la vape indépendante, c'est que ce produit serve à faire arrêter les gens de fumer. C'est bateau, mais en fait, c'est vraiment le sens de la démarche. On considère que la meilleure façon d'être conseillé autour de ce produit, c'est dans une boutique spécialisée, c'est-à-dire un point de vente qui ne vend que ce produit, dans lequel il n'y aura pas la tentation d'avoir d'autres cigarettes, avec un professionnel dont le succès économique dépend directement de l'efficience de l'arrêt du tabac. C'est un win-win total entre la santé financière des entreprises du secteur et la santé publique. Ça force à être sincère dans la démarche, de manière très manichéenne. Et que dans une boutique spécialisée, on peut prendre le temps, on peut recevoir la personne, poser des questions de problème, avoir en face de soi un ancien patient expert de ce sujet qui va pouvoir répondre aux angoisses, avoir une approche comportementale, motivationnelle, et puis un suivi, parce qu'il va falloir dépanner la machine, la vapoteuse, il y aura peut-être des fuites, peut-être mal se recharger, il faudra racheter des résistances, il faudra racheter du liquide, entretenir le matériel. Donc il y a un accompagnement qui se fait tout au long de la démarche dans ces coins de vente spécialisés. Pour nous, c'est actuellement le meilleur endroit pour trouver un bon conseil qui permettra vite et bien d'arrêter de fumer. Ensuite, les sites internet ils sont essentiels dans notre profession parce qu'ils permettent aux gens qui sont isolés ou à mobilité réduite d'accéder à une large variété de produits. Et puis, on parle souvent de la trajectoire de vape. On évolue dans sa pratique du vapotage. On commence souvent sur un petit matériel avec des liquides qui sont fortement nicotinés. Et puis ensuite, on se crée des stratégies individuelles pour baisser son taux de nicotine ou optimiser sa dépense. Donc on peut aller sur d'autres pratiques de vapotage avec des formats de produits différents. Et ça, Internet permet d'accéder à toute cette richesse. Donc on défend fermement des sites Internet qui vendent des produits du vapotage. Et ils ont aussi, ils concourent à la construction de beaucoup d'argumentaires techniques. Voilà, ça permet de figer un petit peu l'état de la connaissance sur le sujet. Donc ça, pour nous, c'est les deux canaux qui sont les plus importants. Et ensuite, le reste, je dirais que c'est l'affaire du législateur. Est-ce qu'il est souhaitable d'avoir des produits de vapotage qui sont en libre service ou vendus dans des épiceries de nuit sans qu'il y ait de contrôle, etc. Moi, je ne pense pas. Et mes confrères, généralement, ne le pensent pas non plus. La question du conseil, de l'accompagnement et du contact avec un expert, elle est centrale dans la démarche et c'est là-dessus qu'on souhaite axer nos demandes en tant que syndicat professionnel pour contrôler mieux la distribution. Qu'est-ce que vous voyez comme évolution potentielle dans le futur? C'est compliqué. Je suis un éternel optimiste. Moi, j'ai pas envie d'être défaitiste. Maintenant, je vois ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe. Je vois ce que les influences toxiques de l'industrie du tabac, parfois même de l'industrie pharmaceutique, peut avoir dans d'autres pays d'Europe, en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Hollande, en Belgique. Bref, la liste est longue. Aujourd'hui, il y a par exemple 19 pays qui taxent en Europe. Il y a plus de pays qui taxent que ceux qui taxent pas. Donc j'espère qu'au sein de cet écosystème, en tout cas qu'est l'Union européenne, la France pourra trouver une voie singulière, une voie qui soit à la hauteur de sa prévalence tabagique aussi. Parce que la problématique n'est pas du tout aussi vitale au sens propre comme au sens figuré dans un pays où il reste 5% de fumeurs et en France où il y en a près de 30%.
Voilà, c'est prioritaire pour la France et les Français que la France adopte une position singulière sur les discussions qui vont se tramer sur le vapotage, notamment à Bruxelles. Je pense que c'est atteignable. On a des personnes, des personnels dans les ministères, des députés qui sont parfois eux-mêmes fumeurs, ex-fumeurs, vapoteurs. Voilà, il y a plein de situations individuelles qui peuvent, je pense, conduire à adopter un narratif alternatif qui conduise la France à s'en tirer par le haut le mieux possible. Donc c'est à ça qu'on sert aussi en tant que syndicat professionnel, à construire et à imaginer ces scénarios alternatifs, à en faire la promotion, à raconter l'histoire, comment elle pouvait être. Essayer de convaincre autour de ça pour influencer dans le meilleur sens possible les décisions futures. Donc, comme c'est mon boulot, j'ai envie d'y croire. Voilà. En tout cas, je vais mettre toute l'énergie et toute l'énergie de la fédération autour de cette conception-là pour que la vape dure et vive le mieux possible et le plus longtemps possible. Merci beaucoup.